Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Lydia Guirous et Michel Fize. Ah oui, un sous-marin jaune. Ils n'étaient pas jaunes, ceux qui étaient vendus. La nouvelle est tombée tard hier soir et a été confirmée cette nuit. Le contrat du siècle à 56 milliards d'euros concernant la vente par la société française Naval Group à l'Australie de 12 sous-marins à propulsion classique a été annulé par le gouvernement australien au profit d'une offre à propulsion nucléaire avec les USA et le Royaume-Uni. On sait que les contrats d'armes sont plus faciles à négocier lorsqu'on a une diplomatie forte, d'où notre grand débat. Exportation de matériel militaire, la France a-t-elle encore de l'influence? Et pour le moment, vous êtes 88,2% à dire non. Avec nous, Bernard Carayon, ancien député du Tarn, avocat et spécialiste des questions de guerre économique et de renseignement. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Yves Le Drian, ministre des Affaires étrangères, a parlé, je cite, de coups dans le dos et de rupture de confiance majeure. Le Point parle de Trafalgar australien, tandis que le Figaro écrit que ce contrat a été torpillé par Joe Biden en personne. Que pensez-vous de tout ça, Bernard Carayon? Je pense d'abord que c'est un échec politique cinglant pour le président de la République. Vous savez, le meilleur projet industriel dans un domaine stratégique ne peut être vendu sans un soutien au plus haut niveau politique, massif, exceptionnel. Or, ce dossier en quelque sorte a été traité de manière dilettante par le ministre des Affaires étrangères, par le ministre de la Défense, ce que je ne pense pas compte tenu de la qualité de ces deux personnalités, où notre capacité d'influence dans le monde et en particulier dans cette région a été pulvérisée. C'est naturellement ce que je crois. Et alors pour un président qui est aussi atlantiste, aussi proche des États-Unis, aussi fasciné par le monde anglo-saxon, c'est en quelque sorte la double peine, d'autant que c'est aussi une catastrophe industrielle pour un groupe qui, sur les 56 milliards de contrats, devait empocher 34 ou 36 milliards de ceux-ci, avec un chiffre d'affaires de 3,5 milliards sur 15 ans. Donc c'est une vraie catastrophe industrielle et c'est une vraie leçon politique donnée au chef de l'État. Monsieur Biden, dans le fond, est dans le prolongement de Monsieur Trump. Quand les intérêts américains sont en jeu, il n'y a pas d'amis, il n'y a que des rivaux. Cette opération s'inscrit, comme chacun le sait, dans une opération anti-chinoise. L'Australie va devenir une base américaine, d'où d'ailleurs nous avons été expulsés. Vous savez que les Australiens ont choisi non pas Eurocopter pour leurs hélicoptères d'attaque, c'est-à-dire les Tigres, mais des Apaches américains. C'était il y a un an. Philippe Bilger. Bernard Carayon, est-ce que ça veut dire que derrière les apparentes réussites du président sur le plan international, en tout cas celles qu'on vante ou qu'on exploite, est-ce que ce serait une sorte de mousse diplomatique et que la réalité serait beaucoup moins reluisante en faveur des intérêts de la France? Bernard Carayon. Je pense que vous avez raison, Philippe Bilger. Il y a un an, le président français est allé en Pologne pour vanter le programme de chars du futur. Dans un pays où depuis 3 ans, on a acquis, je crois, à peu près 10 milliards d'euros d'armes américaines. Et dans un pays qui, d'ici 2035, va acheter sur étagère environ 130 milliards d'euros de systèmes d'armes. Je crains que parmi dans ce budget monstrueux que s'est alloué la Pologne pour son budget militaire, je pense que les armes françaises ne seront pas au rendez-vous. Mais vous savez, c'est vrai dans d'autres domaines. La France, le gouvernement français a fait beaucoup d'étalage sur la question du cloud souverain, c'est-à-dire, vous savez, sur ces lieux de stockage des données numériques, et a choisi de s'adosser à des technologies américaines, ce qui nous rend extrêmement vulnérables au regard de la loi américaine, puisqu'elle soumet à une loi spécifique sur le renseignement l'utilisation des logiciels américains. C'est-à-dire que même dans un domaine aussi crucial que celui
des clouds souverains, nous avons choisi, enfin le gouvernement français a choisi une solution américaine. Mais ce n'est pas le seul échec d'Emmanuel Macron. Vous savez, en ce moment, il y a un grand débat à la Commission européenne sur la question de la taxonomie, c'est-à-dire sur le classement des énergies selon leur caractère plus ou moins vert. Et récemment, il y a quelques jours, un commissaire européen autrichien a flingué l'énergie nucléaire française, dans la droite ligne d'ailleurs de la position allemande et de Madame Merkel, ce qui fait que notre énergie nucléaire, qui est pourtant décarbonée à 95%, ne serait pas éligible au plan de relance et en particulier à ce qu'on appelle les obligations vertes, c'est-à-dire ces outils, ces moyens financiers qui permettent de financer les investissements, notamment pour nos centrales nucléaires. Lydia Guirousse. Oui, est-ce qu'il n'y a pas une forme de naïveté française dans la guerre économique à laquelle nous devons faire face? On a tendance à considérer les Américains, et puis on a reçu Biden il y a quelques semaines, il me semble, en ami, on a parlé de lui en partenaire, beaucoup se sont réjouis que ce fût Biden et non pas Trump, beaucoup ont imaginé qu'il y aurait eu un changement de doctrine et également de relations, un apaisement, mais finalement les États-Unis restent les États-Unis et c'est toujours America First. Est-ce qu'on n'a pas un problème en France pour sortir de cette naïveté, pour être un peu plus offensif, un peu plus stratège et pour être un peu plus gagnant dans cette guerre économique? Bernard Carayon. Vous avez également parfaitement raison, Lydia Guirousse, et je vous renvoie d'ailleurs à ce sujet sur la lecture de l'excellent livre paru en 1997 de Brzezinski qui s'appelait Le Grand Échiquier, dans lequel il rappelait que les Américains devaient traiter en féaux leurs alliés et leurs partenaires commerciaux ou leurs partenaires militaires. C'est une vieille tradition américaine, c'est un pays qui est universaliste comme la France, et ce n'est pas un hasard d'ailleurs si nous confrontons souvent nos positions sur les questions diplomatiques lorsque le gouvernement en France a une colonne vertébrale, mais il y a une vraie tradition américaine de subordination à ses intérêts, de leur politique diplomatique et de leurs choix commerciaux. C'est vrai en particulier dans le domaine juridique. Vous savez que le droit américain bénéficie d'un privilège d'extraterritorialité et que dès lors qu'une transaction dans le monde se fait en dollars ou à partir de serveurs informatiques américains, eh bien c'est le droit américain qui s'impose. L'impérium américain, que ce soit que les républicains ou les démocrates, c'est une tradition pérenne. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si sur les questions stratégiques, lorsqu'il y a vote d'une loi au Congrès sur des questions stratégiques de défense des intérêts majeurs américains, il y a toujours une alliance des républicains et des démocrates. Michel Fize. Bon, moi, je suis un petit peu gêné par cette thématique, parce que je crois qu'en d'autres temps, on se serait quand même posé des questions sur la vocation de la France, pays des droits de l'homme, à exporter des armes. Là, j'ai l'impression qu'on considère l'exportation d'armes comme une évidence. Alors, moi, je comprends bien que tant qu'il y aura des guerres, il faut des armes. Voilà, mais est-ce que finalement, les industries guerrières doivent prendre le pas sur les industries alimentaires et d'autres industries? Voilà, alors, je pense que je suis dans une grande naïveté par rapport à ces questions, mais je crois quand même qu'il faut rappeler qu'il y a aussi des dimensions morales dans l'action publique et qu'il faut au moins se poser des questions. Bernard Carayon. C'était, dans le fond, la première réflexion de François Mitterrand lorsqu'il avait visité pour la première fois comme président de la République en 1981 le Salon du Bourget. Il avait demandé à ce que les matériels exposés soient affranchis de systèmes d'armes. En clair, que l'on enlève les bombes sous les ailes des avions qui lui étaient présentés. Ça n'a pas duré très longtemps. Et je me souviens qu'en 1983, lorsqu'il y a eu la crise des euromissiles, c'est-à-dire l'installation dans les pays d'Europe orientale des missiles SS-20 soviétiques, le président François Mitterrand, à juste titre, avait dit que les fusées étaient à l'est et les pacifistes à l'ouest. L'histoire de l'humanité est malheureusement faite de conflits qui se terminent bien quand on est dans le camp des vainqueurs, qui se terminent mal quand on est dans le camp des vaincus. Civis pacem, para bellum, disaient les latins. Le commerce des armes n'a pas qu'un intérêt en termes de défense. Il entraîne également le développement de technologies civiles. Les commandes électriques du Rafale sont utilisées sur nos avions de transport civils d'Airbus. Et il y a bien d'autres exemples dans lesquels il y a
a une perméabilité, une porosité entre les technologies militaires et les technologies civiles. Et puis ce sont des dizaines et des dizaines de milliers d'emplois. Et au-delà de cela, c'est le statut de la France, membre du Conseil de sécurité de l'ONU. La France s'enorgueillit également d'avoir un groupe pétrolier qui s'appelle Total, qui va faire sa transition énergétique, qui est d'ailleurs très engagé dans ce processus de transformation, mais c'est un groupe pétrolier. Mais c'est aussi notre première capitalisation au CAC 40, c'est grâce à Total également que nous pouvons avoir un discours diplomatique puissant dans toute une série de régions du monde. Donc, je comprends parfaitement l'objection de la morale. Elle vient spontanément à l'esprit. Il vient spontanément à l'esprit le visage d'enfants et de personnes martyrs des guerres. Mais se priver de l'outil de défense, ça veut dire se mettre dans les mains de ceux qui ne renonceront jamais à la guerre et jamais à la privation de nos libertés. Ça réagit au 0826 300 300. On prend la direction de Toulouse. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Alors pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je crois qu'on peut quand même fabriquer des armes de dissuasion sans pour autant les utiliser. Et je pense que c'est au fond le but de la fabrication d'armes. Moi je suis quand même très surpris de la réaction de M. Le Drian. Il y a quand même un événement qui a certainement échappé, et qui lui a certainement échappé, c'est le Brexit. Il faut juste rappeler que les Anglais se sont aujourd'hui organisés pour trouver des partenaires économiques, et avec le Commonwealth dont fait partie l'Australie, il était très facile de tisser une nouvelle toile économique. Et je crois qu'aujourd'hui, les USA, l'Australie et la Grande-Bretagne font bloc pour exister en tant que puissance économique face à l'Europe et face à la Chine. Et je regrette que M. Macron n'ait pas, lui le premier de cordée, n'ait pas vu venir l'arrangement. Et je pense qu'il va falloir qu'il rectifie un peu le tir, qu'en tant que premier de cordée, il faut choisir une corde et non un élastique pour laisser la France tout en bas. Voilà ce que je voulais dire. Ah ben merci de votre réaction, Pierre de Toulouse. Bernard Carayon, c'est vrai que maintenant l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Union européenne, elle se retranche sur le Commonwealth. La fameuse phrase de Churchill au général de Gaulle le 5 juin 1944, nous ne regarderons jamais vers l'Europe, nous regarderons vers le grand large. C'est vrai, mais cela fait quand même un certain temps que l'on considère que l'Angleterre n'était pas tout à fait dans l'Europe, et ses choix stratégiques ont toujours été tournés vers les États-Unis. Le système de la double clé qui implique les États-Unis dans l'utilisation éventuelle de l'arme de dissuasion nucléaire est bien l'illustration de cette inféodation totale des Anglais aux intérêts stratégiques et de défense américains depuis toujours. Non, mais je crois que c'est une vraie leçon quand même, il faut y revenir, c'est une vraie leçon pour le président de la République, qui a toujours eu les yeux de chimène pour le monde anglo-saxon, qui a toujours exagérément admirer le monde américain, et qui d'autre part a une vision très romantique de la souveraineté européenne. Il n'y a pas plus de souveraineté européenne qu'il n'y a de beurre en broche. Personne d'ailleurs en Europe ne considère que la question de la souveraineté est une question importante. Seul notre pays, seule la France tient un discours de manière régulière dans ses débats politiques ou intellectuels sur la question de la souveraineté. Et ce n'est pas un hasard, parce que la souveraineté, ce concept même qui est né dans les écrits de Jehan Bodin au XVIe siècle, c'est un concept d'abord français. C'est un concept qui n'a pas été inventé par les anglo-saxons. C'est un concept qui est souvent brisé d'ailleurs par les Américains, tant ils ont déployé dans les pays du tiers-monde leurs forces au détriment justement de la règle de droit ou des droits humanitaires. Et ce n'est pas un hasard si, par exemple, dans le domaine de l'immigration, un homme politique qui a réussi parfaitement la question du Brexit, qui était la négociation la plus compliquée qui soit pour un Européen, Michel Barnier a évoqué la nécessité de retrouver une souveraineté juridique sur les questions d'immigration. Alors justement, je vais vous citer François Mitterrand. Dans le dernier Mitterrand, il disait, je cite, « La France ne le sait pas, mais nous sommes en guerre avec l'Amérique. Oui, une guerre permanente, une guerre vitale, une guerre économique, une guerre sans mort apparemment. Oui, ils sont très durs les Américains, ils sont voraces, ils veulent un pouvoir sans guerre partage sur le monde. C'est une guerre inconnue, une guerre permanente, sans mort apparemment. Et pourtant, une guerre à mort. On a vu ce qui s'est passé avec la Suisse qui devait acheter des Rafales et qui en dernière minute a acheté américain. Est-ce qu'on parle vrai sur Sud Radio? Vous le savez, Bernard Carayon. Est-ce que les Américains veulent la mort de l'industrie de défense française? Vous avez cité le président François Mitterrand, c'est la lettre aux Français qu'il adresse un mois avant l'élection présidentielle
En 1988, si je ne m'abuse. Oui. C'est une lettre qui date du mois d'avril d'avril 1988. C'est un très beau passage que j'ai souvent cité à mes étudiants de Sciences Po, parce que c'est la première fois qu'un président français a employé l'expression de guerre économique. On n'est pas habitué à ce langage dans le domaine économique, parce que on considère que, dans le fond, le commerce n'est jamais que l'expression d'arrangements mutuels, d'intérêts partagés, etc. Le doux commerce dont parlait Montesquieu au XVIIIe siècle. Mais en réalité, c'est une guerre sans image et sans visage. C'est une guerre très souvent entre amis. Et il est clair que les États-Unis veulent abattre l'industrie de défense française, qui constitue le caillou dans la chaussure, parce que c'est un caillou d'excellence. Les Rafales sont les meilleurs avions de combat au monde, les meilleurs. C'est pas un hasard d'ailleurs si maintenant ils commencent à se vendre dans de nombreux pays, la Grèce, le Qatar, l'Égypte, etc. En tout cas dans des pays qui veulent s'affirmer comme indépendants des positions stratégiques américaines. La France, dans le fond, depuis au moins le général de Gaulle, doit être toujours, quand elle a en tout cas une colonne vertébrale, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, du côté des pays qui recherchent leur indépendance. Michel Fize. Oui, moi je pense Bien dans le micro. Je pense que l'avenir du monde n'est pas dans le développement des guerres et dans l'entretien des conflits qui ont tendance à se multiplier. L'avenir du monde est dans le développement de la paix, des règlements pacifiques des conflits. On a eu la Société des Nations, on a l'Organisation des Nations Unies. Je pense qu'il faudrait peut-être doter davantage ces organisations de pouvoirs d'intervention pour éviter tous les conflits qu'on peut éviter. Donc, je pense encore une fois que c'est peut-être une certaine naïveté ou une utopie aujourd'hui, mais on sait bien que l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain ou d'après-demain. Bernard Carayon. Malheureusement, la plupart des organisations internationales ont échoué dans l'exercice de leur mission depuis de longues années. Ne parlons pas de la SDN qui a évidemment explosé avec la Seconde Guerre mondiale. L'ONU a été souvent dans l'incapacité totale de jouer son rôle dans les conflits, notamment du tiers-monde. L'Organisation mondiale du commerce est paralysée, de manière assez régulière. Et je ne parle pas des autres organisations régionales ou thématiques spécialisées dont l'effet sur les questions dont nous parlons sont assez dérisoires. Non, je crois que la meilleure position pour la France, c'est une diplomatie à géométrie variable. La diplomatie de nos intérêts. Lorsqu'ils sont portés par notre défense des droits de l'homme. Nos intérêts quand ils sont portés par la promotion de nos intérêts industriels. La défense de nos intérêts, notamment énergétiques. Lorsque certains préconisent le développement des énergies éoliennes qui sont produites à 99% par des industriels étrangers, qui n'ont une efficacité intermittente que de 27%, qui nécessitent des blocs de béton de plusieurs dizaines de milliers de tonnes de béton, alors même que nous avons une technologie nucléaire qui fait, je dirais, l'orgueil de la société de nos ingénieurs. C'est vraiment invraisemblable, si vous voulez. J'aimerais qu'on revienne un peu sur Terre et qu'on revienne à des choses très simples, c'est-à-dire défendre nos intérêts et à partir de la construction de nos intérêts, de la récupération de certaines formes de souveraineté industrielle ou technologique, construire l'Europe de nos rêves dans une solidarité de souveraineté. Merci beaucoup Bernard Carayon, ancien député du Tarn, avocat spécialiste des questions de guerre économique et de renseignement. Verdict sur Twitter, exportation de matériel militaire. La France a-t-elle encore de l'influence? Vous êtes 88,7% à dire non. On se retrouve dans quelques instants dans les vraies voix de Sud Radio avec Alexandre Priam, partir en région.